Les assaillants ont attaqué à l'aube la prison de haute sécurité de Koutoukale. Bilan de l'assaut est mort parmi les assaillants et 2 gardes nationaux blessés. Début ce matin à Niamey d'un atelier de formation sur l'étude de préfaisabilité du programme électronucléaire. L'atelier est organisé par la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La prison de haute sécurité de Koutoukale a fait l'objet d'une attaque par des assaillants à l'aube. Un mort parmi les assaillants et 2 éléments de la garde nationale blessés. Le constat avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Les terroristes attaquent à la porte de Niamey, la capitale. En effet, tôt ce lundi matin aux environs de 4 heures, la prison civile de haute sécurité de Koutoukale, située à quelques dizaines de kilomètres de Niamey sur la route de Tillabéri, a été la cible d'une attaque terroriste. Impact de balles sur le mur et le véhicule de la garde nationale, des motos, des éléments de la garde nationale endommagés, un assaillant tué. Les éléments des forces de défense et de sécurité ont maîtrisé la situation. Le premier responsable de la région de Tillabéri s'est rendu sur le lieu pour constater les dégâts, mais aussi encourager les éléments des forces de défense et de sécurité qui ont très vite repoussé l'attaque. La situation, elle est actuellement sous contrôle. Ils ont été mis en déroute. Les poursuites sont engagées quant à ceux qui ont fui, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc nous pensons en tout cas d'un moment à l'autre mettre la main sur eux, parce que toutes les dispositions sont mises en place en tout cas pour les rattraper. Et Inch'Allah, on va les rattraper. Le bilan, c'est juste le mort que vous avez vu parmi les assaillants, et puis quelques blessés légers. Nous allons d'ailleurs aller leur rendre visite tout de suite. Et je suis effectivement venu leur transmettre les encouragements et les félicitations du président de la République, chef de l'État, et celles du Premier ministre, chef du gouvernement. Et les FDS, on l'a toujours dit, font convenablement leur travail. Aujourd'hui, ils ont aussi prouvé leur bravoure, leur courage, et nous ne pouvons que les féliciter et les remercier pour cet acte-là. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont à moto. Nous ne connaissons pas le nombre. Il n'y a pas eu d'évasion non plus. Ils n'ont pas eu accès à la prison. Vous avez vu la puissance des feux. Vous avez vu tous les impacts sur les portails de la maison d'arrêt. Ils ont vraiment merci. En tout cas, nos forces ont tenu. Et les ont mis en déroute. En dehors de 2 blessés légers, vraiment, on déplore rien. Cette attaque de la prison civile de haute sécurité de Koutoukale, où sont gardés actuellement plusieurs terroristes, notamment ceux de Boko Haram, intervient 4 jours seulement après l'enlèvement d'un citoyen américain dans la région de Tawa le vendredi nuit. Un rapt qui aurait été mené par le Moujao selon le ministre de l'Intérieur. Ouverture ce matin au siège de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique de l'atelier de formation sur l'étude de faisabilité du programme électronucléaire. L'ouverture de l'atelier a été présidée par Dr Zainabou Mindaoudou. Elle est la présidente de la HANEA. Le compte-rendu de Ali Sissé Ibrahim et Abdou Nasser Seydou. Le Niger, comme beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, souffre de l'insuffisance de la production électrique. Cependant, notre pays qui est producteur de l'uranium peut renverser la tendance avec l'implantation d'une centrale nucléaire sur notre territoire. Et c'est dans ce sens que se déroule à Niamey l'atelier de formation à l'endroit des membres du comité technique national pour le programme électronucléaire. Sont présents à cet atelier de formation les experts dépêchés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, Alain Cardoso et Vincent Nkong Injok, qui précisent le caractère important de la formation qui sera donnée. Nous sommes là parce qu'une décision forte a été prise par le président de la République de ce pays de considérer l'électronucléaire comme une option dans le développement de ce pays en termes énergétiques. Qui dit donc décision forte, dit action forte. Des actions fortes ont été initiées. La première étant la création de la haute autorité. La deuxième, de lui donner les moyens de sa politique. Et comme vous le savez, il était donc important que les gens se mettent au travail, ce qui a été initié. Mais
vous le savez aussi très bien, autant que nous, qu'un programme électronucléaire est une tâche extrêmement difficile, longue, nécessitant de la persévérance, nécessitant de l'énergie, nécessitant des hommes. Parce que quand on parle des moyens, on ne pense qu'à l'argent, mais il y a aussi l'importance des hommes. Et pour un tel programme, il est aussi extrêmement important d'avoir une bonne étude de faisabilité qui permet de connaître la feuille de route et comment un programme comme celui-là sera mis en œuvre. Et à cet égard, cette réunion a été organisée avec pour titre la formation sur l'étude de faisabilité. Pour sa part, la présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, Dr Zainabou Mindaoudou, de dire le processus qui est mis en place au Niger pour l'installation de l'électronucléaire. Le projet étude de faisabilité du programme électronucléaire soumis par le Niger a été accepté par l'AIEA pour financement pour le cycle 2016-2017 sous la cote NER 2004. La contrepartie nationale de ce projet est assurée par la HANEA à travers le Comité technique national pour le programme électronucléaire qui lui aussi a mis en place 7 sous-comités. Ces derniers ont travaillé d'arrache-pied et présenté chacun un premier rapport d'évaluation et d'analyse. L'objectif final étant de proposer une stratégie et un plan d'action permettant de réduire les écarts identifiés dans les 19 secteurs constituant l'infrastructure électronucléaire. L'atelier qui nous réunit est organisé dans le cadre de ce projet à travers sa composante développement des ressources humaines. Ainsi, pendant 5 jours que durera l'atelier, il est attendu des enrichissements afin de parfaire l'étude de préfaisabilité pour l'introduction de l'électronucléaire dans notre pays. Ouverture ce matin à la salle de réunion du Grand Hôtel de Niamey d'un atelier sur les VSAT, politique et réglementation qui regroupe les régulateurs du secteur de l'espace ouest africain. Cette rencontre qui durera 5 jours est organisée par l'ARTP en collaboration avec l'Assemblée des régulateurs des télécommunications d'Afrique de l'Ouest. Le compte rendu de Adam Soumana et Chebou Guissou. Les régulateurs de l'espace ouest africain se retrouvent ainsi à travers ce cadre pour échanger sur les voies et moyens leur permettant de remplir correctement la mission de régulation et de réglementation du secteur pour garantir un environnement compétitif et propice au développement des services. Une conjugaison des expériences des pays de la sous-région, dont le premier responsable de l'autorité de régulation des télécommunications de la Poste du Niger n'a pas manqué de souligner toute son importance. Comme vous le savez, notre sous-région regorge des pays qui disposent des zones difficiles d'accès, ce qui compromet la possibilité de déployer des réseaux de télécommunications indispensables à l'accroissement du taux de couverture et celui de pénétration des TIC. Il est évident qu'aujourd'hui, avec l'évolution technologique et réglementaire, des solutions existent dans l'industrie des télécommunications et surtout les marchés. Cet atelier permettra aux acteurs impliqués dans la prise en charge des questions techniques et réglementaires des VSAT d'échanger sur les problématiques du moment. Des problématiques ayant pour, entre autres noms, l'évolution technologique qui nécessite une mise à jour des différents acteurs, d'où les attentes de l'Assemblée des régulateurs ouest-africains des télécommunications à l'issue de cette rencontre. Vous aurez l'occasion d'échanger avec l'intervenant envoyé par l'Organisation des télécommunications par satellite ISTO sur la politique et la réglementation des réseaux VSAT dans notre sous-région. En effet, les réseaux VSAT qu'on croyait dépassés avec l'avènement de la fibre optique connaissent aujourd'hui un développement intéressant, en ce sens que les organes de régulation que nous sommes doivent s'adapter à cette nouvelle norme, surtout avec les nouvelles générations de satellites à orbite basse dédiés aussi bien à la recherche qu'aux services commerciaux. En effet, l'apparition et la multiplication de nouveaux systèmes à haute altitude exigés, pour ceux qui le connaissent, appelés APS, exige de nous, régulateurs, la prise en compte d'une nouvelle planification de fréquences satellitaires et de positions orbitales.
Procédant à l'ouverture officielle de la présente rencontre, la présidente du Conseil national de régulation des télécommunications et de la Poste, après avoir loué la tenue de cet atelier, a bien voulu entretenir l'assistance sur les efforts fournis par l'État du Niger dans le secteur. Prenant en compte le fort potentiel qui renferment les technologies de l'information et de la communication dans la déclaration de politique générale prononcée le 2 juin 2016 devant l'Assemblée nationale, Son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé d'importantes mesures dans ces domaines au nombre desquels figurent le développement des infrastructures de télécommunications à large bande, interconnectées aux autoroutes de l'information et accessibles sur l'ensemble du territoire, le développement des applications et contenus numériques adaptés aux besoins des populations et assurer la présence effective du Niger dans l'espace numérique. Ainsi, 5 jours durant, les participants à cet important atelier seront outillés sur les politiques et réglementations portant les VESAT pour une meilleure communication dans la sous-région ouest-africaine. Rentrée académique ce lundi 17 octobre au titre de l'année 2016-2017 à l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET. En ce premier jour de la rentrée, les étudiants de cet institut ont suivi avec beaucoup d'intérêt la lecture du règlement intérieur. Le compte-rendu de Nafisa Hassan et Halidou Bourema. À l'INET, nous considérons comme élève tout celui qui est inscrit au niveau... Par cette lecture du règlement intérieur, le temps venait ainsi d'être donné pour la rentrée scolaire 2016-2017 à l'INET, Institut nigérien d'enseignement technologique. Un engouement certain à cette matinée, illustration de la culture de l'excellence tamponnée dans cet institut. Toute la majorité des enseignants provient de l'ISABERI et aussi le programme provient de l'État. Et les professeurs aussi respectent le programme. Ce qui m'a poussé à choisir l'INET est que la qualité des enseignants et le respect aussi du programme. Et c'est la seule école où les candidats du bac pro sont reconnus par l'État. Leader de l'enseignement professionnel et technique, cette place de choix, l'INET la doit à une innovation qui lui est propre et reconnue par tous. Nous sommes à l'INET, une école d'innovation, une école d'excellence, une école qui fait ses preuves. C'est dire que l'école progresse. En plus des secteurs traditionnels de l'enseignement, comptabilité, secrétariat, marketing, communication, l'école, pour répondre à son credo, l'innovation, vient de créer cette année un nouveau secteur, le secteur industriel. Le froid et la climatisation, en plus de l'électricité. Parce que ce secteur est un peu négligé. Or, c'est un secteur porteur. Depuis sa création en 2004 avec une vingtaine d'étudiants, aujourd'hui ils en sont en plus de. Les innovations de cette année, c'est toujours dans le cadre d'améliorer le cadre du travail et d'inciter les élèves à mieux réussir. Pour cela, cette année, nous avons climatisé toutes nos salles. Vous avez vu, on a 3 amphis. Et toujours pour les inciter, nous avons prévu d'organiser un voyage d'études en mars. Maintenant, nous avons prévu aussi une journée de l'étudiant de l'INET. Pour récompenser les meilleurs élèves, tout celui qui a plus de 16 de moyenne annuelle aura une demi-bourse la rentrée suivante. Et maintenant, par filière, à la fin de l'année, les meilleurs élèves de chaque filière seront récompensés. Depuis sa création en 2004, avec une vingtaine d'étudiants, aujourd'hui ils en sont à plus de 300 pour cette rentrée. Une ascension fulgurante qui se justifie par la qualité de l'enseignement dispensé et le mieux couplé au professionnalisme de l'INET. Cérémonie d'ouverture ce matin à la Maison de la Presse d'un atelier de partage de bonnes pratiques et d'évaluation du budget participatif. Un atelier organisé par l'Eurotab avec l'appui de SysAid
qui a pour thème le budget participatif, un outil de promotion de la démocratie et de développement à la base, ainsi que de la responsabilité et de l'implication du citoyen à la base. Le compte-rendu de Michel Deji et Aboubakar Souley. Il s'agit d'une rencontre de partage d'expériences qui réunit une trentaine de participants en provenance de Filengue, Kolo, Torodi, Arlit, Ingel, Niamey et 5 autres communes partenaires de Suicide. En procédant à l'ouverture de cet atelier, le président du conseil d'administration du ROTAB est revenu sur l'importance de cette nouvelle approche qui favorise le civisme fiscal et la bonne gouvernance locale. Un budget participatif a pour effet de promouvoir le civisme fiscal, le dialogue et la transparence. Cette approche est une nouvelle donne qui permet à l'administration communale de se rappeler de son engagement vis-à-vis de la population avec laquelle elle avait travaillé pour élaborer la partie investissement du budget 2016. Ainsi, contrairement à nos habitudes, nous sommes désormais tenus de consulter régulièrement notre budget pour nous permettre d'avancer avec nos prévisions. Chers participants, le budget participatif renforce également le dialogue entre la population, les acteurs locaux, secteur privé et société civile, et les autorités locales et renforce ainsi l'esprit de confiance mutuelle et la paix sociale faisant déjà partie de cette expérience à travers l'implication et la participation directe des citoyens des organisations de la société civile. Par exemple, les communautés travaillent en partenariat avec les gouvernements locaux pour déterminer les programmes, proposer des projets et harmoniser les fonds avec des priorités de dépenses des communautés locales. Cependant, le processus du budget participatif ne devrait pas s'arrêter à la proposition des projets et à l'allocation des fonds publics, a ajouté le président du conseil d'administration du ROTAB. Cette méthode va informer et conférer aux citoyens ordinaires la capacité d'apprendre sur leurs droits, d'exprimer des demandes et de contraindre les autorités locales à rendre des comptes. Ce travail va engendrer une amélioration de la planification budgétaire, ainsi qu'une augmentation des financements en faveur des secteurs prioritaires. La publication des résultats des analyses va permettre une meilleure communication au sein de votre communauté, c'est-à-dire la localité. La problématique de la gouvernance locale, dont il est question ici, a toujours été au centre des préoccupations du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. En témoignent diverses stratégies et activités peaufinées et réalisées en faveur de la transparence au Niger. Une rencontre de 2 jours qui a pour principal objectif de permettre aux participants venus des différentes communes de partager les bonnes pratiques, les difficultés rencontrées et d'identifier avec des spécialistes en la matière les actions clés pour obtenir les résultats attendus au cours de cet atelier qui leur permettront de mieux faire face à leurs tâches respectives. Un fait divers dans cette édition, il s'est produit ce matin au quartier Bukoki 3. C'est le genre de véhicule communément appelé Dogombaro qui s'est vu complètement calciné. Le constat est de Ousmane Sidikou et Halidou Bourema. Attroupement peu ordinaire, non loin de la pharmacie Askia malgré un soleil de plomb. Nous sommes au quartier Bukoki 3. La scène n'a pas manqué de traîner autant de curieux, de passage ou aux alentours. C'est celle de ce groupe porteur complètement calciné, donc aussitôt appelé, les sapeurs-pompiers ont accouru pour son extinction, sous le regard impuissant du conducteur, sorti tout de même indemne. Présent au moment des faits, un témoin relate. Le propriétaire du véhicule l'a juste garé quand il a pris feu. Aussitôt, son conducteur s'est mis à chercher une pince pour défaire des fils de fer ou je ne sais quoi. Après des vains efforts, il a paniqué. Il aura fallu que quelqu'un vienne avec une pioche pour ouvrir le capot et y mettre du sable. Mais tout cela n'a pas permis d'éteindre le feu. Soumis aux interrogations de la police scientifique également présente sur les lieux, l'incendie serait lié à une panne électrique. Certes,
plus de peur que de mal. Mais tout de même, prudence, encore prudence et toujours prudence. Du sport, l'Union internationale de cyclisme UIC a levé la sanction du Niger, une décision saluée par les responsables de la Fédération nigérienne de cyclisme qui ont décidé de célébrer cette décision par l'organisation d'un mini-tour à Niger du cyclisme. Le compte-rendu de Ibrahim Abdou Tikiré et Sadou Demi. Après 10 ans de suspension par l'Union cycliste internationale, le Niger retrouve enfin sa voie à l'instance mondiale de cyclisme. La levée de suspension a eu lieu le week-end écoulé en Doha en marge des travaux de l'UIC. Une bonne nouvelle pour la famille de la petite reine de notre pays, qui est une promesse électorale du président Saleh Hamidou Tchana dit Kano. Ça a été, nous avons eu la chance et les présidents nous ont écoutés, ils ont pu inscrire ça au niveau de l'Union cycliste internationale pour qu'on puisse lever cette sanction. Il y a eu des étapes déjà. La première étape, c'était en février où le Congrès avait déjà donné son accord pour pouvoir lever la sanction. Et après la levée de la sanction, il y a eu quand même, comment ça s'appelle, le 14, comme vous le disiez tout à l'heure, la levée définitive de la sanction. Mais avant ça, le Niger a dû payer les cotisations qu'on ne payait pas depuis 2004. Et ça a été un long processus, mais aujourd'hui, on pense que nous avons intégré le Conseil des Nations de cyclisme. Pour célébrer le retour du Niger à l'Union cycliste internationale, les responsables de la Fédération nigérienne de cyclisme ont lancé le week-end écoulé le mini-tour du Niger. C'est un sentiment de fierté parce que quand on prend des engagements et qu'on arrive à les respecter, ça veut dire que on essaye de faire passer un message à tout le peuple nigérien. C'est que même si on n'a pas beaucoup de moyens, on peut développer quand même le sport dans notre pays. Cette compétition est une compétition qui regroupe 23 jeunes de la ville de Niamey. Et ces jeunes étaient en préparation depuis quand même quelques 2 ans. Mais comme on savait que la suspension allait être levée, il fallait quand même le célébrer. Et pour le célébrer, la meilleure des manières, c'était de faire un clin d'œil aux Nigériens pour dire que nous sommes revenus au plan international, faire un mini-tour jusqu'à Tawa. Bien qu'on a dit, c'est pour être très modeste qu'on a dit mini-tour. Mais c'est quand même sur 1100 km en aller-retour, ce qui est, comment ça s'appelle, quand même intéressant. Ça fait 8 étapes plus une étape de repos. Avec cette levée de sanctions du Niger par l'UIC et l'esprit d'initiative qui anime les responsables de la Fédération nigérienne de cyclisme, l'on peut, sans risque de se tromper, présager un nouvel départ du cyclisme nigérien. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.